Rebonjour à toutes et à tous, bienvenue pour un nouveau plateau consacré cette fois-ci à l'intercommunalité. Intercommunalité, thématique qui concerne effectivement aussi bien les milieux urbains que ruraux, périurbains, qui a eu beaucoup d'impact depuis la fameuse loi NOTRe. Rappelez-vous, la loi d'août 2015 relative à la nouvelle organisation territoriale de la République. Certains y ont vu des craintes d'avoir de grandes intercommunalités. On a parlé parfois d'interco XXL et des maires qui s'interrogent aujourd'hui sur le qui fait quoi vraiment entre communes et intercommunalités. Les habitants prennent petit à petit conscience qu'effectivement une grande partie de la gestion quotidienne aujourd'hui échappe plus ou moins à l'échelon communal au profit de l'intercommunalité, surtout sur des volets techniques. On l'évoquera peut-être en matière d'urbanisme, d'environnement ou autre. Donc plusieurs questions qui vont nous interroger sur où en sont finalement ces relations communes-intercommunalité. Pour y répondre, alors 4 intervenants plus un 5e que nous recevrons en duplex de Grèce, qui viendra nous apporter effectivement son éclairage sur le volet technique. Donc 5 intervenants, je commence avec à ma gauche Marc Géraudy. Donc vous êtes vice-président de l'association départementale des maires de Corrèze, avec une vision effectivement assez claire sur les différents aspects qu'on va évoquer. À votre gauche, Christian Pradérol, vous êtes vice-président de l'agglomération de Brive. Donc on verra, on va confronter des regards croisés, ruralité, urbain, ce qui permettra d'avoir une approche assez complémentaire. En face de vous, Philippe Gentil, vous êtes pour votre part maire de Saint-Hilaire-les-Courbes et par ailleurs président de la communauté de communes de Vézères-Monédières-Mille-Sources. On verra après par rapport au nombre d'habitants. Et à ma droite, Christophe Géretti, vous êtes député. Vous pourrez nous apporter effectivement la hauteur sur le point de vue du Parlement par rapport à ces questions. On évoquait la loi NOTRe, on verra qu'il y a peut-être d'autres textes en préparation dans les tuyaux, mais je ne veux pas déflorer le sujet, donc nous verrons ça plus tard. Je me retourne vers vous pour commencer, Marc Géraudy. Votre approche, souvent on parle du bloc local, voire du tandem commune-intercommunalité. C'est un petit peu comme un couple en fait. On essaye de veiller à ce que ça fonctionne en termes d'équilibre. Comment vous voyez, vous, ce couple finalement, ce tandem commune-intercommunalité ? Alors, le tandem commune-intercommunalité, suivant que ça soit une agglomération ou une communauté de communes, déjà est totalement différente. Les communautés de communes sont plus centrées sur des communes de même niveau et de même équilibre démographique, ce qui permet un discours beaucoup plus tranquille et beaucoup plus sérieux et beaucoup plus détendu. Une communauté d'agglo, comme son nom l'indique, c'est un agglomérat de communes autour d'une ville-centre. Et les intérêts de la ville-centre ne sont pas toujours les intérêts des communes rurales. Donc effectivement, ça pose un problème. Ce problème d'ailleurs a été une des raisons pour lesquelles beaucoup d'élus n'ont pas voulu se représenter aux dernières élections, dans la mesure où il n'y avait pas de visibilité, de très grande visibilité, et que ces élus-là ne voyaient pas tellement leur rôle à jouer dans cet agglo. Les agglos, c'est quand même une ville-centre avec en général un potentiel démographique relativement important et qui pèse d'une façon très importante, ne serait-ce que dans le vote, par rapport au nombre de représentants de la ville-centre, par rapport à toutes les communes rurales qui, elles, ont des représentants qui sont quand même des représentations qui sont quand même amoindries. Après, effectivement, les EPCI sont une évolution qui, à mon avis, n'a pas été suffisamment appréhendée pour que cela se passe de la meilleure des façons. Je m'explique. Comment faire admettre à des communes qui, jusqu'à présent, avaient la libre administration de leur commune, comment faire comprendre à des élus qui avaient la libre administration de la commune, qu'aujourd'hui,
on leur a enlevé un certain nombre de compétences. Et aujourd'hui, on se retrouve avec des compétences au niveau des communes qui sont très amoindries, voire pratiquement inexistantes, et on le verra certainement dans la deuxième partie du débat, où où l'État cherche à enlever encore la dernière des compétences, celle qui est celle de l'urbanisme. D'accord. Et petite interrogation, comment vous arrivez à accorder une place aux communes plus rurales, peut-être dans l'agglomération de Brive, par exemple ? Alors moi, personnellement, je suis maire de Seillac, je suis dans l'agglomération de Tulle. Au niveau de l'agglomération de Brive, alors en général, ce sont des agglomérations qui sont quand même assez importantes. On se retrouve autour d'une table où, par exemple, pour l'agglomération de Tulle, on est 73. 73 a décidé pour des projets innovants, pour des projets structurants. C'est quand même assez compliqué, en sachant très bien qu'il y a des communes de 80 habitants et puis il y a des communes comme dans notre agglomération de 14 500 habitants et donc dont les besoins sont totalement différents. Et donc les réactions les réactions des élus sont assez disparates et chacun défend en fin de compte. On se retrouve dans un système où chacun défend un petit peu sa tribu et n'est pas toujours d'accord avec ce qui se passe au niveau de la gouvernance, mais est obligé de l'accepter parce qu'il y a toujours la crainte que les propres projets de ces petites communes ne soient pas acceptés par l'ensemble des représentants de l'agglo et que l'on va être mis de côté dans la mesure où voilà, ce ne sont pas des projets prioritaires. Alors qu'avant, les communes étaient libres d'organiser leurs propres projets et leur propre développement. Alors, ça allait du développement, enfin de l'entretien de la voirie, des réparations, de l'économie, de toutes ces compétences qui ont disparu au niveau des communes. D'accord. Donc effectivement, côté de l'agglo de Tulle, excusez-moi évidemment, je retiens cette idée que les élus avaient pour habitude de défendre leurs projets au sein d'eux. Tout à fait. Et pas encore le sentiment d'identité communautaire et d'avancer d'un... L'identité communautaire est difficile à atteindre dans la mesure où encore une fois, les besoins des uns ne sont pas les besoins des autres. Et que les besoins d'une ville de 15 000 habitants ne sont pas les besoins d'une ville de 1500, de 1000 ou de 500 habitants. Même s'il y a des avantages, notamment, alors on peut toujours en parler, mais notamment au niveau de la voirie, à travailler d'une façon collective. Mais même là, aujourd'hui, on s'aperçoit des problématiques que cela peut poser, parce que les élus ne sont pas toujours d'accord avec ce que on leur impose au niveau budgétaire et au niveau technique sur le terrain. Et donc, il y a une perpétuelle opposition entre les politiques, les techniciens et les élus locaux et la population. Parce que, en fin de compte, l'intercommunalité, dans l'esprit, c'est avant tout et par détermination le bien des administrés. Or, ce bien-là, quand on va dans des communes rurales, c'est pas vrai. On ne l'atteint pas. On ne l'atteint pas. C'est-à-dire qu'on est un petit peu dans le même... Enfin, moi, c'est ce que je pense. On est un petit peu dans le même système que la répartition l'agrandissement des régions. On éloigne l'administré du centre des décisions et ce n'est pas l'administré qui est gagnant. D'accord. Effectivement, un problème peut-être de lisibilité dans le qui fait quoi finalement du point de vue de l'habitant, qui n'a pas très bien cerné toujours à qui incombaient les différentes charges, que ce soit voirie, urbanisme ou autre. On l'évoquera tout à l'heure. Je me tourne vers votre voisin. Donc on a vu du côté de Tulle, maintenant du côté de Brive. Christian Pradérol. Alors vous avez mis, vous, en place une forme de nouvelle gouvernance qui a été assez novatrice. Le but de l'opération était de créer un territoire fédérateur pour mieux associer peut-être les maires, pas les petits maires, les maires des petites communes. Pourriez-vous nous éclairer sur ce point de vue ? Oui, bonjour. Quand Frédéric Souillet a pris la tête de la communauté d'agglo de Brive en 2014, il y a eu 17 communes et le préfet a fait basculer. On est monté à 47. 4 communautés de communes ont dû fusionner avec l'agglomération de Brive. On est arrivé
Frédéric Souillet est arrivé à ce moment-là. Il fallait donner des signes de confiance. Premier signe de confiance, la ville de Brive n'est pas majoritaire. Sur les 80, je ne sais plus, on est 95, la ville de Brive pèse 37 voix. Oui. Ce qui veut dire qu'on est loin d'être majoritaire et qu'il faut un consensus pour dégager des décisions et pour pouvoir les appliquer. Deuxième point, le bureau communautaire comprend l'ensemble des maires. Ce qui veut dire que tous les sujets d'intérêt stratégique sont débattus à l'intérieur du bureau. Et il faut la majorité. Le troisième point, donc, vous avez des commissions qui ont été créées et qui sont réparties entre tous les élus, que ce soit des élus de petites communes ou de communes plus importantes. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, autres signes qui ont été donnés, qui ont été très forts, on a créé un fonds de soutien territorial au profit des communes, sauf Brive et Malmort, les deux plus importantes. Il y a une dotation qui est affectée, cette année ça va être 800 000 euros, avec des critères pour de l'investissement et un bonus solidaire, qu'on appelle, pour les petites communes de 4 000 euros qui s'ajoutent aux subventions habituelles. Et là, ça permet de financer des projets d'intérêt communaux. Le maire est libre de faire ce qu'il veut de cet argent à partir du moment où c'est de l'investissement. Donc ça, c'est un point très important. Ensuite, je rebordirai ce qu'a dit Marc. Moi, je ne partage pas du tout cette opinion. Quand on veut faire du développement économique, il faut une certaine taille. Et on ne peut pas faire du développement économique dans une commune de 80 habitants, ou de 150, ou de 3000. Nous, on est 112 000, c'est déjà très juste. Il ne faut pas rêver. Qu'est-ce qu'on pèse au niveau de la région Aquitaine? Rien du tout. Rien du tout. Donc, si vous voulez, je pense qu'il faut raisonner plus globalement sur certaines compétences. La compétence économique, indéniablement, il faut que ça soit la région qui l'a, plus les Comcom. Parce qu'il y a une complémentarité, et je vois sur des dossiers actuellement, on travaille avec eux, avec tous les partenaires, parce que c'est ça la nouveauté. Avec tout ce millefeuille administratif, il faut faire la transversalité. C'est-à-dire qu'il faut grouper autour de la table tous les acteurs. Vous mettez la région, vous mettez le département, vous mettez l'État, surtout qui pilote, et vous ajoutez tout ce qu'il faut pour que vous puissiez avancer sur les projets. C'est ça maintenant, on est sur des communautés d'intérêt de projet. Et les projets d'intérêt communautaire, ils profitent à tout le monde. Les projets ne profitent pas qu'à Brive, parce que plus Brive est fort, plus il y a des retombées pour tout le monde. Ça, on arrose le territoire. Donc si vous voulez, on n'est pas dans une stratégie négative, mais il faut être dans une stratégie positive. Et le fait qu'on ait organisé cette gouvernance de cette manière permet véritablement, indépendamment de toute opinion politique, il y a un consensus qui se dégage. Donc, dès qu'on a eu fait tout ça, vous imaginez qu'on avait des transferts de compétences, il n'y avait pas les mêmes compétences entre les différentes Comcom qui ont fusionné. Donc on a fait, la CLET est intervenue, les attributions de compensation ont joué. Il faut savoir que sur l'agglo de Brive, et même la Cour des comptes nous l'a reproché, 85% des recettes sont reversées sous forme d'attribution de compensation aux communes. Ce qui fait que nous n'avons que 15% de recettes et nous n'avons pas voté d'impôt communautaire. Donc si vous voulez, vous voyez déjà 85% de nos recettes reviennent aux communes. Et ensuite, si vous voulez, dès qu'on a eu réglé tout ça, mais ça a pris du temps, on s'est lancé sur un projet de territoire. On s'est lancé sur le projet de territoire pour véritablement qu'il y ait une identité. Alors ça n'a pas été simple. Mais on s'est occupé avec un certain nombre de maires que je remercie, qui sont présents cet après-midi. On a un pays de rubis, ça a cogné, ça n'a pas été simple. On a mis du temps, on a fait des allers-retours, on a fait des réunions, et on a voté ce projet de territoire en fin du mandat précédent à l'unanimité. Urbains et ruraux. Urbains et ruraux. Voilà, alors après, on n'est pas meilleur que les autres, très, très franchement. Mais je pense qu'il faut être dans une vision constructive et positive des choses. Ça ne sert à rien de regretter les textes, ou que ce soit ci, ce soit là. On fait avec ce qu'il y a et on sait de l'appliquer au mieux.
Alors je retiens effectivement vision constructive, le mot-clé aussi important, communauté de projet. Donc là on a eu un regard croisé sur le volet plutôt communauté importante. J'ose pas dire XXL, hein, mais on va dire communauté finalement relativement importante. Une approche peut-être aussi à mettre en parallèle avec des intercommunalités de taille plus modeste. Alors je ne vais pas dire plus humaine, hein, la proximité ne dépend pas que de la taille simplement de l'intercommunalité. Philippe Gentil, donc vous êtes maire de Saint-Hilaire-les-Courbes, président d'une intercommunalité, donc la communauté de communes de Vézères, Monédière, Mille Sources. Une petite, entre guillemets, intercommunalité, je crois qu'on est à 5000 et quelques habitants. Alors, étant entendu que la Corrèze a cette particularité quand même en France, hein, d'avoir été globalement épargnée par l'application très stricte de la loi NOTRe, puisqu'on a un seuil minimum de 5000 habitants, alors que c'est plus du double généralement ailleurs en France. Donc, votre témoignage, vous, monsieur le maire, et donc monsieur le président de la communauté de communes, à l'égard de ce fonctionnement, comment les ruraux s'y retrouvent? Est-ce qu'à votre avis, c'est peut-être plus facile d'équilibrer la gouvernance quand on a une intercommunalité plus rurale? Quels enseignements vous tirez de ces témoignages? Bien, tout d'abord, je crois qu'il faut faire un rapide retour en arrière avec le 1er janvier 2017 qui a été la mise en application de la loi NOTRe. Nous étions deux communautés de communes voisines, Bujas-Ornac d'un côté, Vézères-Monédière à l'époque, sans parler de Mille Sources qui était de notre côté. L'une des deux communautés devait être rattachée à Ussel, la seconde à Tulle. Et nous, ce que nous avons souhaité faire, eu égard à notre position géographique, je dirais, parce qu'on est un peu loin de ces centres, on a voulu bâtir une communauté de communes de proximité. Alors pourquoi une communauté de communes de proximité? Pour une raison très simple. C'est que d'une part, le nord de notre territoire était rattaché à 50 km, il en était de même pour Trégnac qui est à 40 et quelques kilomètres de Tulle. Donc on a voulu bâtir une structure où il n'y avait pas une commune dominante par rapport à ce qu'a dit Marc Géraudy par rapport aux agglos, mais c'était des communes qui avaient le même intérêt. L'intérêt, c'était donc de pouvoir travailler avec les mêmes soucis. Notre souci essentiel, c'est la ruralité. Parce que la ruralité, on peut la définir de plusieurs façons. Mais il est bien évident que quand on est à 40 minutes de l'hôpital, 40 minutes du lycée, ça pose quand même des problèmes. Et on a voulu, et on a souhaité, nous sommes arrivés donc à modifier la proposition préfectorale pour rester sur une communauté de communes à la limite de la dérogation de la loi NOTRe, puisqu'on est 19 communes. Et on est 5200 habitants. Donc on est vraiment au minimum de ce que peut être une structure de cette importance. C'était à l'époque les schémas départementaux de coopération intercommunale. Hein. Absolument. La fameuse commission départementale CDCI. CDCI, absolument. Okay. Voilà. Alors, le fait d'être une petite structure a certainement des avantages, quelques inconvénients également. Mais je crois que l'avantage premier, c'est qu'on est 35 membres au conseil communautaire. Ça veut dire que 35 membres, on n'est pas une instance de validation, on est une instance de débat. Et on a une parallèle avec la Haute-Brive, on a également un bureau qui est composé des maires des 19 communes. Et donc dans des structures et dans des réunions de cette taille, on peut quand même débattre plus profondément. Donc on a des compétences obligatoires, des compétences optionnelles, des compétences facultatives comme toutes les agglos ou toutes les comcom. Mais il n'en reste pas moins vrai qu'on peut quand même aller au fond du sujet et on défend des intérêts communs. Parce qu'il ne faut pas oublier que notre territoire représente à peu près 10 habitants au kilomètre carré par rapport à une moyenne nationale qui doit être aux alentours de 120. Et c'est vrai que l'attractivité du territoire et notre engagement numéro un, c'est d'essayer d'attirer de nouvelles populations pour pouvoir se développer. L'idée, c'est pas de développer, d'accueillir de grandes entreprises, on n'aurait pas la main-d'œuvre pour le faire, mais c'est quand même d'avoir un tissu économique, je parle du commerce, de l'artisanat local, qui nous permettent d'avoir un développement qui est harmonieux. Et ça, je pense que c'est important. Et alors, par rapport à des structures de plus grosse dimension, c'est sûr qu'on pêche dans plusieurs domaines. Notamment, on n'a pas la possibilité d'avoir des structures administratives suffisamment développées pour pouvoir tout faire en propre. Mais en s'appuyant sur les services de l'État, sur les services du conseil départemental, par exemple, avec un chef de projet qui est nommé sur chaque territoire, on peut quand même arriver à avoir l'information.
Et puis, un autre élément également, nous nous sommes engagés, parce que c'était pas possible à notre échelle, à mutualiser des moyens. Alors, mutualiser des moyens, c'est nous avons adhéré à un pôle d'équilibre territorial et rural qui s'appelle Vézère au Vézère. Il regroupe les communautés de communes de Lubersac-Pompadour, celle du Zerche et la nôtre. Alors, le principe de ce PETR, c'est pas de fusionner, de faire une seule Comcom. On garde nos compétences, notre notre pouvoir de décision, mais on met sur la table des sujets qui sont en commun. Je vais vous citer simplement 2 exemples. Nous avons créé un office de tourisme commun à ces 3 Comcom. Il regroupe 43 communes. Il s'appelle Terre de Corrèze. Il est basé à Uzerche. Et donc, il résulte de la fusion des 3 anciens offices du tourisme. Alors c'est important parce que le fait de mutualiser des moyens réduit quand même les coûts et nous donne une force qui est sans commune mesure avec ce que pouvaient faire les 3 Comcom. Deuxième élément, dans le cadre du contrat qu'on a passé avec l'État, dans le cadre du contrat de relance de transition écologique, le fameux CRTE, on a décidé de le faire au niveau des 3 communautés de communes, un diagnostic de territoire commun et des actions qui se déclinent par territoire, parce que même si on a quelques disparités, on a quand même un tronc commun, et puis après on peut rajouter des particularités communautaires à l'unité. Donc tout ça pour vous dire que quelque part le fait d'être petit est peut-être aussi un avantage, parce qu'on s'adapte beaucoup plus vite, beaucoup plus facilement, et d'autre part on peut mutualiser des moyens si c'est nécessaire. Donc je crois que c'est ça qu'il faut retenir. Ce choix, nous l'avons fait en toute connaissance de cause. On ne le regrette pas. Ça nous a permis de nous développer dans de bonnes conditions. Parce que notre volonté à l'époque, c'était pas de ne pas... on n'avait rien contre les agglos qui nous accueillaient à bras ouverts, mais c'était pouvoir garder la proximité et la décision sur place. Donc voilà, en gros. Et la dernière chose que je voudrais souligner, c'est le partage des compétences, effectivement, entre les communes et les communautés de communes. C'est vraiment quelque chose de complexe. Déjà, les élus ont des difficultés parfois à comprendre qu'est-ce qui est du ressort de la communauté de communes, qu'est-ce qui est du ressort de la commune. Mais quand on s'adresse à nos administrés, je peux vous dire que là, il y a des grands points d'interrogation, voire des points d'exclamation, parce qu'ils ne comprennent pas le partage qu'il y a entre ces différentes structures. Et ça, je crois qu'il y a lieu d'y travailler, parce que il y a une cohérence, je dirais, administrative, mais sur le terrain, j'ai quelques doutes quant à ce que la cohérence soit totale. Alors qui, je vous rassure, dépasse largement les frontières du département de la Corrèze. On a un petit peu partout en France ce genre de problématique. Non, mais ce n'était pas un problème corrézien, c'est un problème plus général de partage des compétences. Alors vous avez évoqué effectivement la proximité, également la souplesse liée à la taille plus modeste de l'intercommunalité, c'est intéressant. Et surtout, l'un des mots-clés de ce débat, mutualiser. Vous avez dit mutualiser les moyens. Alors sur cette thématique, nous avons la chance d'avoir en duplex l'un des spécialistes de la question de territoire conseil en la personne de Vincent Chassagne. On va lancer le duplex. Alors il va apparaître à l'écran. Monsieur Chassagne, bonjour, nous entendez-vous ? Oui, bonjour, je vous entends très bien. Est-ce que c'est le cas pour vous ? Le temps est bon en Grèce ? Il est très bon, oui, en tout cas sur Brive. Très beau, un peu très chaud, un peu orageux. Parfait. Alors vous avez entendu les différents échanges. J'ai envie de vous demander en fait dans quel domaine peut-on aujourd'hui utilement mutualiser d'une part et d'autre part comment est-ce qu'une intercommunalité donc relativement récente version loi NOTRe, donc version 2017, peut entraîner finalement un maximum de communes adhérentes et notamment des communes plus rurales et de taille plus modeste. Oui, alors la mutualisation, c'est un des éléments qui permet de bien travailler ensemble dans ces nouvelles intercommunalités. Mais peut-être que je vais inverser l'ordre des questions, si vous le permettez. Bien sûr. C'est-à-dire, voilà, on reparler un petit peu de ce qui fait en fait les conditions, ce qui font les conditions de réussite pour bien fonctionner ensemble, communes et intercommunalités. Donc, je crois que ça a été bien dit par les intervenants précédents. Un des éléments essentiels, c'est la confiance. C'est une interco qui fonctionne bien, sans relation de défiance, sans crispation entre ville-centre et petites communes ou avec l'équipe technique. Et c'est pas si évident que ça, en fait, on voit bien de créer cette confiance. Alors, qu'est-ce qui peut permettre de bien fonctionner ? Et on a des exemples d'interco qui fonctionnent très bien à taille XXL, avec des bourgs-centres ou des villes comme Brive. Et puis, on a aussi parfois des exemples de communautés de communes qui ne fonctionnent pas très bien
même si elles n'ont pas de ville-centre, et même si elles sont plus petites. Donc ce qui est important, c'est de trouver en fait la bonne manière de fonctionner et qu'il y ait cette confiance. Donc un des éléments essentiels, c'est la posture d'écoute et de travail et de liaison, de confiance entre la communauté de communes et les petites communes. Et ça passe quelquefois par des choses toutes simples, toutes bêtes, comme par exemple des rencontres annuelles entre les vice-présidents, le président et les vice-présidents et les petites communes. Ça peut se faire de commune à commune ou ça peut se faire par groupe de communes. Ça peut se faire aussi quand on fait un projet de territoire. On peut lancer des vastes consultations, des vastes travaux à partir des communes pour bien repérer leurs besoins, pour bien repérer leurs difficultés, leurs spécificités, parce que même si on est en territoire rural, il peut y avoir des différences en fait d'enjeux entre des communes qui sont dans une vallée, celles qui sont sur un plateau, celles qui sont près d'un axe, celles qui sont plus loin d'un axe, etc. On n'a pas forcément tous les mêmes intérêts, même si on est en rural. Deuxième élément, donc c'est très très important de donner du sens, c'est-à-dire de bien dire à quoi sert l'interco, et peut-être que l'interco, ça ne sert pas uniquement à gérer quelques compétences obligatoires ou quelques services communs. Il y a ce côté un peu projet dont a parlé le vice-président de l'agglo de Brive. Donc, qu'est-ce qu'on fait ensemble? À quoi ça sert? Est-ce qu'on est là pour l'attractivité du territoire? Est-ce qu'on est là pour développer? Donc, bien donner du sens. Et puis, il faut travailler donc la gouvernance. Donc, je sais qu'à Brive, par exemple, ils ont étudié des manières de faire le conseil communautaire un petit peu différentes. Ils font des conseils communautaires en 2 temps. Il y a des temps pour le débat, il y a des temps de conseils communautaires séminaires, il y a ce fameux bureau élargi. On peut aussi ouvrir les commissions aux autres conseillers municipaux, parce que souvent dans les petites communes, le problème c'est qu'il n'y a qu'un seul délégué à la communauté de communes, qui est souvent le maire, mais les autres conseillers municipaux sont complètement détachés et en fait n'ont pas du tout l'information sur ce qui se passe dans la communauté de communes, alors qu'il peut y avoir des bonnes volontés, des compétences. Donc si on peut ouvrir les commissions aux conseillers municipaux non maires, non délégués communautaires, ça peut être très bien. On peut faire des groupes projets, on peut avoir des forums des élus communautaires où on invite tous les élus une fois par an à travailler en atelier, à travailler sur des spécialités, à travailler à se mettre en réseau sur certaines thématiques. On peut créer des visites communautaires où en fait la communauté de communes organise des visites d'initiatives communales et crée à partir de ces visites un certain nombre d'échanges. Et puis bien sûr, on peut travailler les mutualisations. Alors, j'arrive sur les mutualisations. En fait, vous connaissez tous très bien les mutualisations et vous pratiquez. Je pense que vous pourriez illustrer mieux que moi les élus là qui sont sur le plateau. Ce que je peux juste dire pour Territoire Conseil, j'ai oublié de le dire, qui était un service d'intérêt général de la Caisse des dépôts, de la Banque des territoires, qui est gratuit pour les communes, pour les communautés de communes, et qui s'appelait avant Mairie Conseil. Beaucoup connaissaient ce service sous l'angle Mairie Conseil. Donc voilà, on pense que les communautés de communes peuvent aider à faire en sorte qu'il y ait davantage de mutualisation et qu'on peut mutualiser dans plein de domaines. Alors ce qui est connu dans les communes, les intercos rurales, c'est tout ce qui est équipement, tout ce qui est entretien de voirie, tout ce qui est appui pour le déneigement, etc. Mais on peut aller bien plus loin. On peut travailler sur les mutualisations de services entre communes. On peut travailler sur les mutualisations pour créer des nouveaux services en fait qui vont être impulsés par les communautés de communes, mais qui peuvent se faire même hors compétences. Par exemple, on peut créer des groupements de commandes. On peut créer un service pour gérer un SIG. On peut créer un service pour se donner un service d'appui sur les marchés. On peut travailler à 2-3 communes pour créer un multiple rural, pour créer des équipements, pour créer une salle de sport. On n'est pas toujours obligé de passer par l'interco, et l'interco peut aider à faire en sorte qu'il y ait des mutualisations donc très locales, qui permettent donc de manière assez pragmatique de répondre aux projets des communes. Et je reviens aussi sur ce que disait le de Brive. C'est intéressant que l'interco se dote en fait de moyens d'ingénierie et aussi de volonté politique pour aider le développement des petites communes. Parce que c'est pas parce qu'on est une petite commune de 160 habitants qu'on n'a pas de projet.
On peut avoir des projets extrêmement intéressants dans le domaine de l'habitat, dans le domaine du commerce, dans le domaine de l'attractivité. Il y a beaucoup de projets de santé. Voilà. Donc, ces initiatives sont intéressantes pour le territoire en tant que tel, parce que ça participe au développement des territoires. Donc, c'est dans l'intérêt de tout le monde que l'Interco, en fait, se donne les moyens d'aider les communes à faire du développement et pas uniquement à gérer des services absolument essentiels. Et ça peut être intéressant qu'il y ait des fonds de concours, mais qu'il y ait aussi des moyens d'ingénierie pour aider les communes à développer leurs projets, pour les aider à trouver des financements, pour les aider à monter des dossiers, et pour les aider sur le plan des marchés, sur le plan juridique, etc. Et tout ça, ça favorise donc le lien commune-communauté, de même que, peut-être un dernier élément, c'est la communication. C'est important peut-être que dans une communication qui est organisée à l'échelle d'une communauté d'agglo ou d'une communauté de communes, on ne parle pas forcément que de la vie de la communauté de communes en tant qu'institution, mais qu'on parle de la vie du territoire et qu'on valorise dans cette communication, aussi bien sur le papier que sur les réseaux sociaux, ce qui se passe dans les communes, et qu'on valorise les initiatives communales, les projets communaux, et ça favorise justement cette mise en réseau qui peut être faite entre les communes aussi pour les aider à créer une espèce d'impulsion et d'émulation en fait entre communes pour leurs projets, sachant que les exemples d'une commune peuvent toujours être intéressants pour une autre, etc. Donc voilà quelques éléments que l'on voit apparaître et qui on voit apparaître donc avec les grandes communautés de communes, depuis la loi NOTRe, en fait beaucoup d'expériences très différentes et d'adaptation en fait assez pragmatiques des éléments de gouvernance, de la manière de fonctionner et de toutes ces mutualisations, toutes ces initiatives qui peuvent être valorisées dans les communes. Donc des communes en fait et intercommunalités capables d'innover sans forcément de contraintes légales. Je rappelle qu'en matière intercours, on a les compétences obligatoires, les facultatives et compétences optionnelles. Donc on peut trouver foisonnement d'exemples effectivement que des communes, de leur libre arbitre, décident de confier à l'échelon intercommunal en activant quelque part le levier de la mutualisation. Alors, oui, tout à fait, ouais. On va croiser ces différents regards encore, cette fois-ci au niveau national. On a évoqué tout à l'heure la loi NOTRe, à tort ou à raison décriée en son temps en août 2015, avec certains parlent même d'intercommunalité à marche forcée. Enfin, on a pu lire beaucoup de choses. Je ne rentre pas dans la question du millefeuille territorial, qui est encore un autre débat. Christophe Géretti, vous êtes parlementaire, vous êtes député. Votre point de vue sur l'évolution finalement de ce paysage commune interco depuis 2017, date d'entrée en vigueur finalement des nouvelles structures intercommunales? Tout d'abord, je vais faire un peu d'histoire sur l'intercommunalité. Rappelons-nous, 1959, Debré crée les districts, c'est la première intercommunalité qui existe en France. Donc c'est pas d'aujourd'hui que cet élément-là existe. Sur l'historique, il faut se rappeler qu'en 92, on a la loi ATR qui institue plutôt des intercommunalités de projets intercommunal, style monter un centre aquarécréatif. Et le changement se produit dans les années 2000, et pour arriver avant la loi NOTRe, c'est qu'on arrive sur des intercommunalités qui doivent faire de la gestion générale, soit de réseau, soit de la gestion de blocs de compétences, soit que l'État n'utilisait plus, soit que les compétences communales n'étaient pas suffisantes. Je vais dire par exemple la voirie, le réseau d'eau, le réseau d'assainissement, l'urbanisme dont on débattra tout à l'heure. Et en fait, se sont superposés deux types d'intercommunalités dans la même intercommunalité. L'intercommunalité de projet, et ça on l'a tous évoqué, c'est l'utilité d'avoir des intercommunalités, que ça soit une communauté d'agglo ou une communauté de communes, tu l'as très bien dit Philippe. Mais le deuxième sujet qui s'est superposé et qui est arrivé encore plus fort en 2015, c'est toute la gestion de l'eau et de l'assainissement qui a renchéri sur ce débat-là, donc de gestion de services communs. Et cet élément-là a changé un petit peu la relation entre communes et communautés de communes et sa rapidité d'exécution, et ça il faut être clair, ça a été très très rapide. En 5 ans, il a fallu aller très vite pour mettre en œuvre à la fois l'intercommunalité sur les services de gestion et aussi à faire comprendre aux élus que ça allait être transféré avec les difficultés que ça peut amener. Et ça, il faut bien le rappeler. C'est-à-dire que les 5 dernières années, avant le mandat qui est en cours, était un changement de vision de l'intercommunalité. Alors,
nous, quand nous sommes arrivés en 2017, on avait dit qu'on ne voulait pas faire ni le Big Bang, ni faire de rebouleversement. Alors, ce qu'on a tenté de faire, c'est plutôt des petits ajustements, dont est évoqué par notre collègue tout à l'heure. On n'a pas fait de grande loi, ça c'est clair. On a regardé les compétences, notamment eau et assainissement, pour essayer d'améliorer la gouvernance de ce sujet-là. C'est pas quelque chose de simple, mais il faut reconnaître que l'eau et l'assainissement ne peut pas se gérer à l'échelle d'une commune aujourd'hui. Il faut être très cohérent avec cet élément-là. C'est un sujet vital qui pose des problèmes techniques et des problèmes de compétences et qui aujourd'hui ne peut se gérer qu'avec des gens qui ont cette même mise sur ces compétences-là. Le deuxième élément, donc c'était le premier élément en matière de vision et qu'est-ce qu'on peut faire. Donc on a ajusté un petit peu cette compétence de 2015. On l'a encore ajusté en permettant aussi le conventionnement par les communes dans la loi engagement et proximité en 2019, ce qui existait déjà en matière de droit, mais ça a été refondé en 2019 pour permettre aux communes qui souhaitaient garder la gestion tout en étant sous couvert de l'intercommunalité, une partie de celle-ci. Le deuxième élément que nous on a regardé, et ça a été très bien évoqué, c'est la problématique de la gouvernance. Sans toutefois tout changer, on a essayé d'assouplir et de réintégrer notamment à la fois les maires et les conseils municipaux, sans modifier bien évidemment les grandes lignes. Il a été fait bien évidemment, et c'est déjà pratiqué dans pas mal d'intercommunalités, mais beaucoup n'en faisaient pas. Ce qu'on appelait soit des conférences de maires, soit des choses comme ça, elle est rendue obligatoire. Le deuxième élément, c'était le pacte de confiance, et on revient au mot confiance que vous avez tous utilisé. À partir du moment où vous créez une intercommunalité, et on rappelle c'est la coopération intercommunale, et il y a le mot coopération à l'origine dans une EPCI, il ne faut pas l'oublier, il faut qu'on ait la confiance entre nous, et donc on a réintégré cet élément-là. On a peut-être que rappelé en fait ce qui se passait, mais on l'a réintégré dans la loi engagement et proximité. Et ces deux éléments sont forts, c'est-à-dire qu'on a réintégré le maire et le conseil municipal, et on a réintégré la logique de confiance qui est nécessaire pour que l'intercommunalité marche. Et enfin, le troisième élément qu'on avait, et dans le débat quand nous sommes arrivés, c'était les périmètres. Et autant en Corrèze, on n'a pas trop d'évolution ou quelques communes qui souhaitent faire évoluer, autant dans notre département, les communes XXL avaient besoin de modifier les périmètres. Donc on a facilité en matière de droit la possibilité de scinder ou de sortir d'une intercommunalité pour en rejoindre une autre. En Corrèze, on n'a pas eu le cas encore, et puis dans l'application, c'est pas si simple. Je suis pas certain qu'on en ait beaucoup, à part quelques communes qui veulent bouger, mais on a simplifié cet élément-là, ce qui redonnait un peu de pouvoir aux maires et à l'intercommunalité dans la gestion, en fait, on va dire, non pas des marges, de façon positive, mais des limites administratives de cette intercommunalité-là. Enfin, il faut pas oublier que l'intercommunalité avait été fait aussi pour répondre à quelque chose de la population. C'est qu'aujourd'hui, la population, elle ne travaille plus sur sa commune en limite, elle travaille sur des bassins de vie. Et cet oubli-là, il faut que nous le rappelions, et nous l'avons rappelé beaucoup dans la loi engagement et proximité, sans même légiférer, c'est que la logique du bassin de vie est très importante. Aujourd'hui, la population doit répondre en service sur un bassin de vie. Et c'est ça qui est recherché, c'est quelque chose qui n'est pas obligatoirement écrit, mais c'est aussi pour ça que l'intercommunalité a été créée. Alors après, il y a des limites à tous ces éléments-là. Les limites, on les connaît. On sait aussi que le maire a moins de pouvoir parce qu'il y a eu beaucoup de compétences transférées. Je pense très sincèrement que ça a été très rapide et ça a été compliqué aussi pour les intercommunalités de les mettre en œuvre dans un délai aussi restreint. Et je pense très sincèrement que dans les années à venir, quelques logiques de subsidiarité entre intercommunalités et communes devraient voir le jour à l'image de ce qu'on fait entre l'Union européenne et l'État. C'est quelque chose qui est aussi réfléchi, qui permettra d'assouplir certaines relations entre communes et intercommunalité, sans déstructurer l'intercommunalité, parce que nous savons tous que c'est un objet important. Alors on a évoqué la mutualisation, qui n'est pas toujours réussie en matière de services, mais qui est souvent utile, mais aussi la mutualisation en matière de compétences. Et aujourd'hui, vous prenez que ce soit l'eau, l'assainissement ou l'urbanisme, vous êtes obligé d'avoir des gens compétents sur toutes les communes. Donc par définition, ce sont des services qu'on appelle blocs communs, qui sont nécessaires à être créés, non pas sur une commune parce qu'elle n'a plus les moyens et elle ne pourra pas le faire vivre, et elle aura besoin de toute façon, quoi qu'il arrive, de la commune aux alentours pour travailler, pour arriver à des structurations de services qui soient au service justement des communes. Et c'est ça le deuxième enjeu qu'on va avoir, c'est qu'il faut absolument que les services du bloc commun des intercommunalités, quelles qu'elles soient, communes ou communautés d'agglo, soient au service aussi des communes. Et c'est cette confiance, et cette deuxième confiance qui n'est pas légistique en fait, qui est nécessaire d'être remise en œuvre. Alors ça prend souvent du temps, mais il faut que aussi les services des intercommunalités soient vraiment référencés pour les maires et soient des outils
utile et compétent pour les maires. Parce que c'est l'outil du président de l'agglo et des maires qui siègent ou des gens qui siègent, mais c'est aussi l'outil du conseil municipal et du maire qui est membre de l'intercommunalité. Et ça, il ne faut pas l'oublier. En fait, il faut faire l'aller-retour. Il y a la montée, il y a la descente. Il ne faut pas oublier cet élément-là. Et pour qu'il y ait une bonne relation, il faut qu'il y ait la montée et la descente. Alors, subsidiarité, effectivement, qui est l'un des mots-clés, la recherche permanente de l'échelon le plus efficient, quelque part, pour répondre à une thématique donnée, alors gestion de l'eau, urbanisme ou autre. Vous avez évoqué également le sentiment ressenti par un certain nombre d'élus de perte de pouvoir, du point de vue des maires en tout cas. Alors il y a une question qui fâche, moi j'oserais pas vous la poser frontalement, mais dans les tuyaux en matière d'évolution, peut-être à court moyen terme, il y a celle de l'élection des élus intercommunaux au suffrage universel direct. Est-ce que c'est quelque chose qui est en discussion au Parlement, pas avant 2026? Est-ce que c'est circulaire, rien à voir? Donc, comment vous voyez les choses? Alors, comment on les voit? On peut les voir de toutes les entrées. Moi, je vais vous dire, aujourd'hui, il n'y a pas de discussion là-dessus parce qu'on avait très clairement dit qu'on ne toucherait pas à tout ce qui avait été fait en 2015-2014 pour que les élus locaux s'approprient justement cette fameuse nouvelle relation commune-intercommunalité. Sur le fond, c'est un débat qui a toujours lieu entre les associations d'élus et bien évidemment les techniciens du Parlement, on va dire ceux qui s'occupent des collectivités dont je fais partie, à la délégation des collectivités. Moi, je crois que le deuxième sujet, non pas pour élucider celui-là, et ce qui va redonner un peu de force à l'intercommunalité et aux communes, c'est la commune nouvelle. Et aujourd'hui, c'est pas l'imposer, c'est la créer et qu'elle se crée d'elle-même. Parce qu'on sait aujourd'hui qu'on a une capacité à regrouper, ou les maires ont une capacité à se regrouper, et qui se regroupent déjà et qui se sont regroupés dans les années précédentes sur des syndicats de communes, dont aujourd'hui on pourrait très largement passer vers l'échelon supérieur et la commune nouvelle. Ce qui réglerait, à mon avis, beaucoup de problématiques sur les relations interco-communales, et qui réglerait peut-être la problématique du suffrage universel direct, ou du suffrage universel, on va l'appeler indirect, pour l'intercommunalité. Parce que là, c'est remettre en cause cet élément-là, et c'est surtout changer le statut de l'EPCI. On passerait de la collectivité territoriale, qui a un statut spécifique, on a le département, la commune et la région, et l'EPCI, qui a un statut particulier, l'établissement public, et donc par définition, on retravaille complètement cette relation qui n'existerait plus, et on aurait un unique bloc communal, déjà on l'appelle comme ça et je vous l'accorde, et qui gérerait la totalité des choses. Voilà. Aujourd'hui, je pense que l'évolution, et à mon avis l'évolution positive, à la fois pour les relations intercommunalité et communes, c'est l'évolution vers des communes nouvelles de petite taille, et qui permettrait notamment aux grandes intercommunalités, sans penser à la Haute-Corrèze, mais comme on sait que c'est quand même une grande intercommunalité, il me semble nécessaire qu'il y ait une évolution là-dessus, et je fais partie de ces parlementaires qui poussent, comme certains sénateurs, et notamment Philippe Laurent qu'on a vu hier, ou Françoise Gatel, très investie au Sénat, pour que ces communes nouvelles voient le jour au détriment d'autres réformes encore plus importantes et qui ne satisferont certainement personne et qui remettront en cause ce que nous avons mis en place collectivement, et je veux bien collectivement parce que tout bord politique a participé depuis 15 ans à l'évolution de l'intercommunalité, et je pense qu'il faut apaiser et trouver des solutions beaucoup plus simples avec l'existant. Alors on le voit, effectivement, un sujet qui apporte quasiment autant de questions qu'il amène de réponses. On est sur une recherche permanente de l'amélioration de ces rapports communes-interco. Vous évoquiez le bloc communal, et c'est vrai, le bloc local. Moi, je pense que l'idée de tandem, faut la conserver. Il n'y a pas de commune sans interco, pas d'interco sans commune, finalement. Si on peut résumer, que ce soit en version plutôt rurale, plutôt urbaine, on doit pouvoir trouver une manière d'avancer ensemble de manière constructive. Alors, précisément, sur ce volet constructif, on va l'appréhender au travers d'une problématique très opérationnelle, au travers du PLUI. Donc on va faire un court jingle générique. Donc l'occasion en tout cas de vous remercier. Donc Marc Géraudy, vous restez avec nous. Je vous remercie Christian Pradérol, Philippe Gentil, un grand merci en vous. Un grand merci également à Vincent Chassagne, qui était en duplex pour ses conseils et son approche de cette thématique, et Christophe Géretti qui reste avec nous pour cette seconde partie consacrée donc au PLUI.